Coucou la team. Euh, Bon alors là j'étais en train de me marrer juste en regardant le rendu que ça allait donner parce que je suis très rouge sur la vidéo alors que c'est une des premières fois là depuis quelques temps que j'ai une apparence normale. En fait que ma peau n'est pas rouge, que ma peau n'est pas enflammée. Et c'est juste mon PC qui rend ça avec les RGB mais bref. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu... non, j'ai envie de rebondir sur une vidéo que je viens de voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et vous allez comprendre en fait pourquoi pourquoi je fais la vidéo qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire la vidéo. Euh, la vidéo sur laquelle je rebondis, c'est bah, je vais vous la montrer peut-être. Enfin pas vous montrer l'entièreté de la vidéo. Alors je vais remettre voilà ma petite caméra. Putain merde, on me voit quasiment pas. Voilà, c'est un peu too much. Ok. La vidéo donc sur YouTube. Voilà, c'était par ce mec-là. Et donc historique, juste ici. On a besoin de s'ennuyer. Et voilà pourquoi. ChatGPT qui m'aide pour mes cours. Euh, alors, en gros, ce que la personne dit, qui est très intéressant, c'est que on n'aime pas s'ennuyer parce que lorsqu'on s'ennuie, il y a des réseaux cérébraux qu'il appelle le mode par défaut, ou je sais pas trop, un truc du style, qui prennent le dessus. Et la partie désagréable, c'est que on est confronté à des problèmes existentiels qui demandent de l'énergie pour leur résolution. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que lorsqu'il se passe rien, euh, en fait, viennent à nous des pensées anxieuses, des choses qui vont pas bien dans notre vie, euh, et simplement qui sont mises de côté le reste du temps parce qu'on est concentré sur quelque chose dans le présent. Donc ça peut être sur notre travail, ça peut être sur une relation sociale, ça peut être et c'est là que c'est intéressant, sur tout plein de distractions, euh, comme les voilà, comme les téléphones, les réseaux sociaux, les films, en fait tout ce qui va être du contenu qui va nous permettre de nous focaliser dessus. Euh, et le problème que ça pose, c'est qu'on n'a plus de temps pour penser à ces problèmes-là, et que dès qu'il y a une brèche qui s'ouvre, en fait tout ce qu'on n'a pas résolu le reste du temps nous vient dessus. Euh, et en un sens, là, en ce moment même, parce que je parle d'un sujet, mon mode par défaut ne s'active pas. Euh, Parce que mon attention est sur autre chose, et même si j'ai pas de distraction, la distraction c'est moi-même. La distraction c'est ma chaîne de pensée. Euh, et elle ne laisse pas passer les pensées anxieuses qui peuvent émerger. Des fois, elles émergent même au travers des distractions quand elles sont très très fortes, euh, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Et donc, c'est son explication au sujet de la difficulté qu'on a pendant l'ennui. Enfin, en tout cas, le côté déplaisant de l'ennui. Euh, et en fait, ça m'a vraiment surpris de regarder la chose comme ça, parce que c'est vrai que ça m'avait pas du tout, c'était pas du tout venu à moi. Euh, En fait, comme bien souvent, moi, j'aborde la chose de manière évolutive. C'est-à-dire que je considère que si quelque chose arrive de manière universelle, en fait, c'est-à-dire que tout le monde expérience expérience ouais, c'est ça, ce même phénomène. Euh,
en fait, c'est que c'est quelque chose qui a été retenu par la sélection naturelle et qui donc a une fonction adaptative, qui a une valeur en fait qui amène à la reproduction et donc enfin la survie et la reproduction euh, et qui permet donc à l'espèce de s'étendre. Euh, et donc entre autres l'ennui. L'ennui ça fait partie des fonctions adaptatives parce que ça arrive à tout le monde de la même manière, c'est-à-dire que dès que on n'a pas de distraction, on ressent de l'inconfort. Alors voilà, il y a des nuances à ça. On pourrait se dire ah bah des fois on n'a pas de distraction et par exemple on médite euh, et c'est pas déplaisant, euh, mais on pourrait par exemple avancer l'argument que en fait quand on médite, on est distrait par un processus, c'est-à-dire qu'on est concentré sur quelque chose euh, qui certes nous extrait euh, d'une réceptivité aux stimuli extérieurs dans l'environnement, mais pour autant, on est quand même focalisé sur des stimuli intérieurs. Nos pensées, ou alors notre respiration, notre rythme cardiaque. Voilà, il y a plein de manières de méditer. Moi, je les connais pas très bien. Euh, mais en fait, on est quand même focalisé sur quelque chose. Notre attention est tournée vers quelque chose. Qui n'est pas nos pensées anxieuses. Et, et alors, en fait, cette rencontre de deux raisonnements donne une réalité que je trouve intéressante. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce qui est intéressant avec euh, l'ennui en tant que fonction adaptative, c'est donc ce côté déplaisant. Euh, et en fait, ce côté déplaisant, heureusement qu'il existe. C'est-à-dire, il y a plein d'autres situations dans lesquelles quelque chose est déplaisant et ça a une bonne raison d'être déplaisant. Par exemple, la douleur. La douleur, en fait, heureusement que c'est pas agréable d'avoir mal, parce que sinon on s'empêcherait pas de se mettre dans des situations dangereuses pour nous. Euh, Si par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire de un truc un peu con, mais si ça nous faisait pas mal euh, de tomber, de se casser un os par exemple, ben, on pourrait plus facilement se lancer du troisième étage d'un building. Euh, et le problème avec ça, c'est que bah bien souvent ça donne des blessures graves qui mènent à des périodes d'immobilisation, euh, des blessures qui peuvent s'infecter potentiellement, euh, voilà, tout un tas de problèmes qu'on veut pas si on veut que l'espèce subsiste. Et donc heureusement que la douleur existe. Pareil pour la douleur émotionnelle, bon, on va par exemple parler de la tristesse. Euh, la tristesse lorsqu'elle n'est pas cathartique, c'est-à-dire lorsque la tristesse par exemple est euh, en vrai, là, c'est vrai que je parle de la tristesse, mais je vois en même temps que oui, bah, il y a une phase de la tristesse qui est complètement très agréable des fois, hein. La tristesse, elle est là pour nous permettre de nous reposer, de reconsidérer une réalité qui est pas conforme à celle qu'on s'était projetée, dans laquelle on s'était projeté, genre par exemple la mort mort tragique d'un proche. Bon bah on s'attendait à vivre encore longtemps avec lui et voilà qu'il est plus là. Bon bah faut reconsidérer toute la réalité avec. Et les premières étapes de la tristesse, en fait, voilà, c'est ça, on connaît bien les 7 phases du deuil. Enfin, je crois que c'est 7, je sais plus exactement. Mais bref, il y a plusieurs phases du deuil. Euh, et toutes n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même valence, c'est-à-dire plus ou moins positive ou négative. Euh, Elles sont plus ou moins agréables. On va voir, voilà, c'est ça le déni, la colère, tout ça, tous les trucs. Euh, et en fait, la tristesse est toujours présente au moment, par exemple, de l'acceptation. En fait, c'est une espèce de nostalgie, on va dire, une, une,
une remémoration du passé qui en fait nous fait du bien. On se dit bah ouais, j'ai déjà passé de bons moments avec cette personne et ça me fait plaisir qu'elle soit toujours dans mon cœur. Enfin, voilà, c'est en fait c'est un sentiment un peu ambivalent, à la fois douloureux mais réconfortant. Enfin voilà, bon, bref. Euh, tout ça pour dire que la tristesse peut être douloureuse, peut être déplaisante, euh, et ça a une fonction, si on veut. Nous en tant qu'humains, mais en fait en tant que, euh, comment dire, surtout en termes en tant que, je sais pas s'il y a un nom pour cette catégorie-là d'êtres vivants, mais en gros tous les êtres vivants qui sont capables d'apprendre par conditionnement opérant. Euh, le conditionnement opérant, c'est euh, un processus d'apprentissage dans lequel lorsque on effectue, lorsqu'on voilà, on effectue un comportement, qu'on a un comportement, ce comportement a une répercussion sur notre environnement qui est soit positif soit négatif. Hein, si on, voilà, si on simplifie très facilement son impact, il est soit positif soit négatif, et plus ou moins positif ou négatif. Et en fonction de cette conséquence-là, on va euh, inconsciemment ou consciemment euh, nous pousser, on va se pousser à refaire à, à- à avoir de nouveau ce même comportement dans des conditions similaires pour obtenir des résultats similaires. Euh, en gros, la formule souvent, c'est euh, un résultat positif, euh, oui, un résultat positif va accroître la probabilité d'apparition du comportement qui a causé ce résultat, et inversement pour pour un résultat négatif. Tout ça pour dire que si, si on est triste et que c'est douloureux, on va en avoir conscience et on va éviter de se mettre dans des situations qui provoquent de la tristesse parce que c'est douloureux. Et en ça, on a appris, c'est-à-dire que le fait que ce soit douloureux, ça nous a permis d'apprendre que le comportement qui a amené cette douleur-là, on va l'éviter. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être perdre un ami, par exemple. Et ben, on va éviter tous les comportements qui vont plus ou moins jouer un rôle dans dans la perte d'un ami. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que il y a des trucs, des, euh, des fonctions adaptatives à tous les processus mentaux et tous les processus en général, hein, biologiques, on va dire, du corps humain. Tout ça, ça nous sert à nous adapter plus à notre vie et à faire persister, euh, perdurer l'espèce humaine. Euh, et en ça, voilà, j'avais donc donné l'exemple de l'ennui, parce que s'ennuyer, c'est déplaisant, voire douloureux d'ailleurs. Hein. Euh, on va chercher à l'éviter, et en fait, ça implique de se lancer dans des activités. Euh, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier, bah tiens, je vais faire du ménage, tiens, je vais aller, en gros, à l'époque, enfin, comment est-ce qu'on va dire ça? Tard l'époque, au moment où, sur le long terme, euh, la sélection naturelle était pertinente, en tout cas qu'elle était pertinente de prendre en compte, euh, l'idée ça va être, bah, je veux pas me faire chier, du coup je vais aller chasser par exemple, du coup je vais aller cueillir, du coup je vais aller aider à, je sais pas, faire du feu, enfin, genre en vrai je dis de la merde, mais tous les trucs que je connais de la survie. Euh, et tout ça parce que se faire chier c'était douloureux.
Imaginez un monde dans lequel l'espèce humaine prenait plaisir à s'ennuyer. Et bah à quoi bon faire quelque chose si en fait nous ennuyer c'est agréable. Euh, il suffirait par exemple qu'une personne ne soit juste pas assez disciplinée pour euh, pour aller se contraindre à faire des trucs qui sont utiles pour elle. Euh, ce serait juste assez pour en fait provoquer sa mort à petit feu. Si cette personne ne fait pas assez pour se tenir en vie parce qu'elle n'est pas poussée à faire quelque chose parce que en fait pour elle s'ennuyer c'est agréable, bah, elle va rien faire. Et c'est ce qui arrive un petit peu. Enfin voilà, j'avais lu comme ça, ou en tout cas vu sur internet que il y a un événement comme ça en Corée euh, où en fait c'est ça. Jusqu'ici l'oisiveté, le fait de ne rien faire, c'était cloisonné à l'ennui. En gros, si on ne fait rien, alors le seul truc c'est que bah si on ne fait rien, bah en tout cas rien de productif, c'est qu'on s'ennuie. Ou alors par exemple c'est qu'on interagit avec quelqu'un. Le problème c'est que ça c'est déjà plus demandeur. Faut que la personne qui soit avec soi soit de bonne compagnie. Ou alors le soit tout le temps. Et en fait c'est difficile. On a quand même, bah, certes on a un entourage, mais on a peut-être pas un entourage qui est assez fourni et avec qui on s'entend assez bien pour passer tout notre temps et que ce soit tout le temps agréable. Euh, le souci, c'est que là maintenant, on a quelque chose qui nous permet d'être oisif tout le temps, sans grande contrepartie. Le combo jeux vidéo réseaux sociaux, en fait, il y a des gens qui s'y plaisent vraiment, qui, bon, en tout cas, pas qui s'y plaisent, mais qui s'y déplaisent pas particulièrement. C'est pas assez douloureux pour devoir le quitter. En tout cas, en fait, voilà, c'est un mécanisme addictif hein, de dire c'est en fait plus déplaisant de ne pas faire ça que de le faire. Euh, et donc on tourne dans un cercle vicieux comme ça. Et donc voilà, je crois que c'était en Corée que j'avais vu ce phénomène-là, où en fait il y a une bonne partie de la jeunesse qui ne fait rien. Enfin en tout cas qui passe leur temps sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo, sans chercher d'études, sans chercher de travail particulièrement, juste en faisant rien de professionnel ou qui donne sur une carrière professionnelle. Je regarde bien que je suis en train de record parce que sinon ça m'aurait fait chier. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que je vais boire un petit peu. Tout ça pour dire que maintenant c'est possible d'être ouais, d'être oisif. Euh, et c'est agréable et en fait l'espèce pourrait survivre de cette manière-là. Si jamais on était par exemple remplacé par des robots et que tous nos besoins fondamentaux étaient comblés par ces robots-là, on pourrait en être réduit à l'oisiveté. En fait, à pas avoir besoin de faire quoi que ce soit, et de toute façon, si on fait quoi que ce soit, c'est insignifiant, parce que les robots le feraient de la même manière, bah, en fait, on en serait réduit à, c'est ça, regarder les vidéos, des vidéos et, euh, et jouer tout le temps. Enfin bref, voilà. Ces réseaux sociaux et jeux vidéo qui exploitent des failles évolutives. Euh, Mais bref, je veux en revenir là où j'en étais. Parce que c'était une aparté pour expliquer mon point de vue. Euh, donc voilà, ennui. On n'aime pas s'ennuyer parce que c'est douloureux. Et en fait, c'est douloureux parce que c'est anxieux. Euh, et donc c'est bien, ça complète un petit peu ma vision que j'avais et c'est intéressant. Euh, les problématiques anxieuses qui sont soulevées par l'ennui
Euh, Potentiellement, et c'est là, en fait, c'est là mon interrogation, c'est qu'est-ce qui fait que c'est douloureux, ces pensées anxieuses? Oh putain, pas mal. Euh, Bonne question. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Voilà, on peut peut-être réfléchir un petit peu, hein. Euh, le souci avec les pensées anxieuses, c'est le sentiment de ruminement et d'emprisonnement euh, qu'on ressent lorsque euh, lorsqu'on vit des pensées anxieuses. Ce qui se passe, c'est que on est bloqué dans la potentialité. C'est-à-dire que on imagine un scénario qui peut arriver, euh, mais en fait on ne peut pas assurer le fait que ça ne va pas arriver. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on a une idée, en fait, on passe à l'action. Une idée, c'est l'intelligence en elle-même, et même plus généralement, oui, c'est ça, toute l'activité mentale, elle est orientée vers, encore une fois, la survie, et notamment vers l'action. C'est l'action qui permet euh, de faire d'une potentialité une réalité. C'est-à-dire que j'ai l'idée de me nourrir parce que j'en ai envie, bah en fait c'est parce que euh, l'idée qui est faite, c'est j'ai besoin pour la survie de mon espèce qu'elle se nourrisse, je vais créer une fonction adaptative qui donne envie de manger, et donc qui pousse l'individu à aller manger, et à faire ce qu'il faut pour manger. Euh, Merde, je sais plus où je voulais en venir, je suis en train de faire un brain fart. Bon, ça devait arriver, hein, c'est pas grave. Euh, Merde, je sais plus où j'en étais. Je sais plus ce qui m'a poussé à dire ça. Alors... Oh là 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 là. Ah, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas envie de cut la vidéo. Fait chier. J'ai pas envie de cut la vidéo parce que ça me demande du temps et c'est pas forcément le but de ces vidéos-là. C'est vrai que moi je me dis c'est un plus lorsque les vidéos sont intéressantes et du coup là c'est déjà je suis impressionné que j'ai pu tenir 20 minutes en disant des trucs sans me perdre. Euh, mais voilà, en vrai je peux pas assurer de pas me perdre, ça me saoule. Ça doit sûrement vous saouler, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui regardent en vrai. Mais bref. Euh, voilà, fonction adaptative de la fin. Euh, Ok, j'étais en train de dire que l'intelligence en général c'est fait pour pousser à l'action. Voilà, ok, très bien, l'anxiété. Euh, et oui, le problème de l'anxiété, c'est que euh, on va dire, c'est une faille, ou peut-être pas en vrai, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une faille ou pas du système, enfin de l'évolution? Peut-être, peut-être pas. Euh, Toujours est-il, voilà, il est utile pour notre cerveau, et enfin pour nous, pour notre survie, d'imaginer des scénarios potentiellement dangereux pour nous, ou en tout cas qui nous nuiraient. Euh, L'avantage de ça, c'est que du coup, on peut prendre action face à ça. Le problème, c'est que des fois, la probabilité que ça se réalise est tellement ridicule. Par exemple, peur de l'avion. Euh, alors, il est vrai que lorsqu'il y a un crash d'avion, c'est finito pipo. Vraiment, il y a personne. Enfin, vraiment, il y a personne qui s'en sort. Si jamais tu es dans un crash d'avion, tu as 90% de chances de mourir. Bon, très bien, ok. Euh, le truc à savoir, c'est que l'avion, en tout cas de ce que j'en ai entendu, c'est le moyen de transport le plus sûr.
qu'on puisse avoir. Il y a plus de chances de mourir en prenant la voiture qu'en prenant l'avion. Et pourtant, on a moins de chances. euh, Pourtant, on a moins peur de prendre la voiture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a moins peur de prendre la voiture. Enfin, ça arrive, mais c'est moins répandu que la peur de prendre l'avion. Euh, Et en fait, là, le truc, c'est que aussi, on peut se dire, bah oui, mais si je veux faire quelque chose contre, par exemple, si j'ai peur de prendre la voiture, ce que je fais, c'est que je peux demander euh, à la personne avec moi de rouler moins vite. En fait, ça me rassure, voilà, il y a des comportements. Je peux faire quelque chose pour être rassuré. Bon, voilà, il y a d'autres manières de lire ce phénomène-là, mais euh, la potentialité d'action, en fait, est là, elle est présente. Il y a quelque chose à faire. Euh, Ce qui fait que ça peut rassurer quelqu'un de dire ok, bon, j'angoisse par rapport à mon trajet en voiture, mais je peux demander à la personne avec moi de ralentir, je peux faire tout en sorte de me mettre dans une posture qui est plus safe pour moi. Voilà, je mets bien ma ceinture de sécurité, je me mets dans une position qui est classique. Voilà, les mains sur les genoux, je sais pas trop quoi, sur les jambes, tout droit. Ça réduit les risques. Enfin, en tout cas, les dégâts si jamais il y a accident. En avion, il n'y a rien à faire. Tu montes dans l'avion, tu donnes ta vie au pilote. S'il chie dans la colle, bah, il est responsable, mais tu peux rien y faire. Euh, Ce qui fait qu'il n'y a rien qui permet de nous rassurer, qui permet d'éteindre cette, euh, cette éventualité-là. Euh, ça, c'est intéressant, tu vois, de dire, voilà, comme je disais, fonction adaptative de l'anxiété, euh, ça pousse à l'action, ça pousse à la prévention. Sauf que quand il n'y a rien à faire, ça devient un cercle vicieux terriblement douloureux. Tout le temps où tu peux penser à quelque chose d'anxiogène, tu le fais, et c'est très désagréable. Euh, Ça me donne envie, en fait, je me rends compte, oh merde, j'ai tout cassé. Ça me donne envie beaucoup. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Ce que je fais en dehors, voilà, ça c'est un petit graphe. J'ai envie de vous montrer celui de Valorant, c'est celui qui est le plus gros, je crois. Voilà. En dehors de mes études, ce que j'aime beaucoup faire, et ce dans quoi j'aimerais bien me lancer, je pense, c'est l'étude au sein du jeu, mais de l'apprentissage des jeux compétitifs, je parle, jeux vidéo compétitifs. Et en fait, j'aime beaucoup coacher les, les élèves qui ont des difficultés de progression, parce que c'est pas si facile de s'améliorer sur les jeux vidéo. Je pense que vous avez déjà essayé peut-être. Euh, et vous avez potentiellement vu que non, en effet, là je suis bloqué. J'ai toujours, on va se dire, là j'ai été resté bloqué à ce niveau-là. Et moi, mon boulot, c'est de permettre aux personnes de dépasser ce plateau et de prendre contrôle euh, de leur propre amélioration, progrès, voilà. Euh, et en ça, voilà, moi j'analyse, ça m'intéresse. Voilà, c'était une petite période pendant laquelle j'avais analysé Valorant, et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de trucs. Voilà, il y a plein de trucs. J'ai mis des notes un peu de partout. Voilà, pour regarder, on peut aller loin, et puis il y a toujours des trucs. Voilà, c'est sans fin. C'est sans fin. Il y a toujours quelque chose. Voilà, si je vais là, enfin bref. Euh, et donc, je me dis que j'aimerais beaucoup faire ça avec la psy. Parce que parler de psychologie, bah, ça m'intéresse. C'est potentiellement mon métier plus tard.
Enfin, c'est sûrement mon métier plus tard, mais après, dans quelle modalité, on sait pas. Et j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, parce que ça me permettrait aussi de mieux visualiser, d'être plus, je pense, systématique dans mon approche de tout ça. Voilà tout. Je pense après je vais prendre une pause en bas. Ah peut-être pas, je sais pas. Bon on verra. Euh, voilà, tout ça pour dire, je pense que je vais prendre des notes là-dessus. Et je m'étais pas rendu sur les pensées anxiogènes. Euh, voilà, et donc l'idée qu'il donnait, ce mec-là, dans la vidéo, c'était euh, si le problème c'est les pensées anxiogènes, on peut faire en sorte de ne plus en avoir. Euh, ce qui n'est pas faux. Euh, et aussi en partant du principe que les pensées anxiogènes ont raison d'être. Elles ne viennent pas de nulle part. Bon, ça se discute, hein. Il y a des pensées anxiogènes qui sont assez peu euh, légitimes, comme par exemple les phobies. Les phobies, donc je parlais de la peur de l'avion, c'est une phobie. Euh, c'est déraisonné. C'est-à-dire que là, alors certes, la il existe un scénario dans lequel l'objet de la peur a vraiment des actions néfastes sur nous. Il existe des possibilités. Enfin, là, ça existe le fait de se cracher en avion, mais c'est tellement rare que c'est ridicule de le prendre en compte. Euh, pareil pour peur des araignées. On n'a pas envie d'approcher une araignée parce qu'on a peur que, par exemple, elle nous saute dessus. Ou peur qu'elle nous saute dessus et qu'elle soit dangereuse en fait. C'est pas, enfin voilà, on se dit que c'est pas grave d'avoir un truc qui nous passe dessus. Le problème c'est si on se fait piquer. Euh, mais c'est tellement ridicule, tellement improbable de penser que tu vas tomber sur une araignée qui saute. Enfin que l'araignée que tu vois là, elle saute sur toi et si elle est sur toi, elle a envie de te piquer et elle te pique. Ça fait beaucoup de trucs, c'est ridicule en termes de probabilité. Et pourtant, et aussi que la piqûre soit dangereuse, ce qui est peu probable. Voilà, c'est ridicule comme truc. Et, euh, et en fait, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que euh, si on a moins de problèmes dans la vie, on a moins de pensées anxiogènes. C'est, ça paraît vrai. Bon, après, je sais pas à quel point c'est vrai, mais ça paraît vrai. Voilà, on l'a dit. Il y a moyen, même quand on va bien, d'avoir des pensées qui sont déraisonnées. Donc, bon, est-ce que ça marche vraiment? Euh, et donc, le fait d'y être confronté, en fait, ça nous permet surtout de régler ces problèmes et de plus en avoir après. Et du coup, que l'ennui ne soit pas euh, déplaisant. Et en fait, c'est là qu'intervient autre chose. Et je pense que c'est pour ça que je sais pas si je suis entièrement d'accord avec cette personne. Parce que l'ennui, si vous l'avez déjà vécu et que vous alliez bien à l'époque où vous l'avez vécu, vous avez peut-être remarqué que en fait, il n'y a pas que cette composante anxiogène, je pense, dans l'ennui. Des fois, l'ennui, en fait, il peut être simplement euh, douloureux par manque de stimulation, par anticipation. Après, je sais pas à quel point ce que je dis c'est intéressant, mais enfin bref. Euh, j'ai déjà expériencé, non expérimenté, je sais pas. J'ai déjà vécu des moments dans lesquels euh, par exemple, après une journée de cours, je rentrais en vélo et le vélo était le, le- le- le trajet est particulièrement long. Enfin voilà, c'était un trajet de 25 minutes en vélo. Euh, et en fait, quoi, je connais déjà quoi. Je l'avais déjà fait plusieurs dizaines de fois. Et à un moment, ça devient prédictible. Euh, et et je me faisais, en fait, c'était douloureux d'attendre d'arriver chez moi et de pouvoir faire un truc que je kiffais.
Euh, voilà, c'est assez intéressant de se dire que cette anticipation-là, elle est difficile à supporter et que il n'y a pas forcément de question d'apprécier le moment. Euh, voilà, on va dire par exemple, si tu te, là, ce qu'on peut me reprocher par exemple, c'est tu t'es fait chier et en fait, la, le problème c'est que t'étais pas dans le présent, par exemple. Ce qui n'est pas faux, hein, j'étais carrément dans l'anticipation du futur. Ah, je suis plus du tout dans la merde, dans la vue de caméra. Ah, l'erreur. J'étais pas dans la vue du futur. Enfin, j'étais dans l'anticipation du futur. Euh, mais en fait, qu'est-ce qui m'aurait permis d'être dans le présent? Est-ce que ça aurait été vraiment mieux? En tout cas, plus agréable. C'est-à-dire, si j'avais été dans le présent, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah, en fait, j'aurais peut-être regardé autour de moi, j'aurais pu réfléchir. Et en ce sens-là, c'est agréable d'être dans le présent parce que voilà, il y a cette réflexion qui est là. Le problème, c'est que des fois, on n'a pas d'idée de réflexion. Des fois, on n'a pas. Qu'est-ce que ça peut être? Voilà, on n'a pas. En fait, il n'y a rien de nouveau autour de nous, il n'y a rien d'intéressant particulièrement. Toute la vie est euh, banale et prédictible. Aucune raison de se focaliser sur autre chose que, en fait, que ce qui va arriver, parce que là, le présent, il est très fade. Euh, alors voilà, ça reste une question ouverte. Je sais pas exactement comment, voilà, comment aborder ça. J'espère que vous avez des retours là en commentaire. C'est vrai que j'ai blablaté pendant très longtemps. Là, je suis parti un petit peu dans tous les sens, même si bon, j'ai essayé de revenir sur les points initiaux. Voilà, en fait, ça aussi, je voulais partager le fait que c'est vrai que je trouvais un petit peu simpliste l'idée de dire que c'est parce que on pense, enfin parce que penser c'est désagréable qu'on ne le fait pas. En vrai, ouais. En vrai, tu vois, ouais. Genre, le fait de faire un effort intellectuel, clairement, ouais, c'est désagréable. Euh, et peut-être que aussi, on peut se dire, bah, en pesant le pour et le contre, si la réflexion qui m'est offerte euh, ne me semble pas assez agréable pour contrebalancer les efforts que je vais y mettre, en fait, j'ai pas envie de m'y mettre. Et c'est là la question aussi de, du coup, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il se passe rien? Euh, C'est-à-dire, rien n'est assez agréable, mais du coup, je suis forcé de faire des efforts? Je sais pas. C'est une bonne question. Je m'y connais pas assez je pense, en psychodynamie pour, euh, pour parler de ça. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de comprendre un petit peu les dynamiques cognitives qui régissent, bah, certes l'ennui, mais aussi l'énergie. En fait, l'énergie mentale. Je pense plutôt à l'énergie euh, attentionnelle. Je pense on peut parler de ça. Euh, voilà, des dynamiques comme ça que je connais pas assez bien, en tout cas, pour en parler de manière confiante. Bon, voilà. Voilà, je vais mettre ça sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me regarde dans l'écran. C'est marrant, c'est vraiment marrant à quel point je suis très rouge là-dessus. Alors que là, je suis content. Genre, vraiment, j'ai un ton normal. Genre aussi, ouais, c'est vrai que là, je vous en parle. Je vous en ai pas parlé là aujourd'hui, mais là, ces derniers jours, faut savoir que j'ai eu des grosses crises parce que donc j'étais dans la famille d'Irène, ma copine, pour une cousinade, et on était donc dans des bungalows
loué pour l'occasion. Et il y avait des acariens de partout. Damn! Vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup d'acariens. Et je suis allergique aux acariens. Donc certes, bah, je prends une... Enfin, j'ai des... Comment on appelle ça? Une désensibilisation qui se passe et ça s'améliore. Mais du coup, là, j'étais vraiment en PLS, genre... il y avait... J'étais vraiment, vraiment dans le mal. Heureusement, j'avais une crème corticoïde qui m'a permis de tout calmer et de tout résorber. Enfin, de résorber en grande partie. Mais donc là, ça faisait quand même déjà longtemps. En plus, j'étais déjà dans la merde avant. Ça fait, je pense, deux bonnes semaines que ma peau va aller vraiment mal. Genre vraiment, vraiment mal. J'étais tout le temps rouge, tout le temps irrité. Et là, ça va beaucoup mieux, je trouve. Là, ma peau a vraiment un grain normal. Hydraté. Il faut d'ailleurs faut que je m'hydrate. N'hésitez pas à vous hydrater là derrière votre écran. Faites pas semblant que je vous ai pas vu. On n'a pas forcément l'idée de s'hydrater, notamment avec de l'eau. Mettez-vous bien la team. Mais du coup là, je suis très content que ma peau aille mieux. Putain, incroyable, vraiment. Genre là, mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça me soulage. Euh, et même je m'en rends pas compte moi assez parce que je me suis pas fait la réflexion. Enfin, comment dire? Euh, Là, depuis ces derniers temps, j'ai vécu comme si tout était sous contrôle et que ça allait rentrer dans l'ordre et qu'il n'y avait même pas besoin de faire d'efforts et que c'était normal. Ce qui fait que lorsque ça arrive, en fait, c'est normal. Et je m'en réjouis pas particulièrement. Le problème, c'est qu'il y a vraiment, vraiment des imprévus. Il y a vraiment des fois où, en fait, je suis tombé de haut parce que, ouais, bah non, en fait, c'est pas réglé. Cette merde n'est pas réglée et je me gratte toujours des fois. Enfin, ça m'arrive de pas pouvoir me contrôler. Et d'ailleurs, merci. Bah, là, Irène va sûrement regarder la vidéo. Mais merci vraiment à toi. Enfin, je sais pas si tu te rends compte du taf que tu fais, en fait, de rester aux aguets, parce que, genre, moi, je me rends pas compte de quand je me gratte. Et le fait que tu me le dises et que tu me le rappelles et que je puisse m'en rendre compte et arrêter, ça m'aide beaucoup. Et enfin, bref, ouais, c'est vraiment pas facile. Euh, Lorsqu'il y a des rechutes, c'est vraiment très difficile psychologiquement. C'est pour ça d'ailleurs que là, j'ai pris rendez-vous chez ma psy. Et j'en suis fort content. Ça va être cool. Euh, Faut d'ailleurs que je lui demande niveau tarif, parce que je me souviens plus du tarif. Ouais, faudra que je lui demande. Bon, bref, les amis, je vous fais des gros bisous. Euh... Voilà, hâte d'avoir de vos nouvelles. Ouais. Bah ouais, c'est ça, moi ça m'éclaire un petit peu ma journée entre mes grosses révisions de partiel là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai avec grand plaisir. Peut-être avec un remis de quelques jours, enfin vous me connaissez. Mais toujours un plaisir quand je prends le temps de lire comment vos vies se passent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis et à la prochaine. Allez, kiss kiss.